sensational from Nicola Pepe. Saka. And there's a goal. And it's Emil Smith-Rowe with a fine finish after excellent work by Saka, and Arsenal have taken the lead. Odegaard flicks it into the back post. Martinelli pokes it home, and Arsenal have won it. Henry. What a goal! Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. Ball is fell to. Here's Miedemar. It's 3. Never in doubt. When the ball is at her feet, there is only one outcome. Arteta! What a screamer! An astounding free kick from Mikel Arteta. And this is Fabregas. And Fabregas is in here for Arsenal. Fabregas, surely, yes! It's not going to bother Arsenal because they've got Thierry Henry on the ball and Zanetti trying to catch up with him. Henry steps inside, Pires is there. Henry will have to do it alone. Sensational goal from Thierry Henry. Here's Beth Mead. Oh, it's a ripper! Lovely movement, Ramsey scores brilliantly, quite brilliantly. That was audacious. 3-1 Arsenal. It's Bergkamp. That's magnificent. Tierney squared in. Odegaard first time takes a deflection, I think, off a Tottenham player. Back it comes again. Pepe. In he goes. Lacazette. Here he is! Brilliant finish! Lacazette blasted into the Tottenham net! Sumptuous flick from Ozil to Guendouzi to Bellerin. Here's Lacazette back to Ozil. Oh, that's just a sensational goal from Arsenal! Total football! Mesmeric stop, and Emirates Stadium goes absolutely ballistic. That goal oozed class. Here's Pepe. That is absolutely sensational from Nicola Pepe. Saka. And there's a goal. And it's Emil Smith-Rowe with a fine finish after excellent work by Saka, and Arsenal have taken the lead. Odegaard flicks it into the back post. Martinelli pokes it home, and Arsenal have won it. Henry. What a goal! Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. Ball is fell to. Here's Miedemar. It's 3. Never in doubt. When the ball is at her feet, there is only one outcome. Arteta! What a screamer! An astounding free kick from Mikel Arteta. And this is Fabregas. And Fabregas is in here for Arsenal. Fabregas, surely, yes! It's not going to bother Arsenal because they've got Thierry Henry on the ball and Zanetti trying to catch up with him. Salut l'équipe, on se retrouve pour un débrief un peu différent parce que pour une fois on est en infériorité numérique en tant que fan d'Arsenal, c'est littéralement la première fois que ça nous arrive, d'où l'idée qu'on se transforme un petit peu quand Manchester City Fans FR, le temps d'un débrief, le temps d'une petite discussion d'1 heure. Donc voilà, merci à nos invités, donc Arthur de la Manchester City French Branch, et merci à Dende qui est un ami de Nicolas et qui est assez souvent sur le chat. Et donc ouais, l'idée c'est de donner la parole un petit peu à des experts de Manchester City, des experts de Zinchenko, de Zinky Winky et donc de Gabriel Jesus aussi, pour voir un peu, globalement, pour qu'ils nous parlent un peu du joueur, qu'ils nous parlent un peu des joueurs d'ailleurs, de leurs caractéristiques sur le terrain, leurs caractéristiques en dehors, dans le vestiaire, ce qu'ils peuvent nous apporter, etc. etc.
Voilà, on aime bien faire ça généralement sur les joueurs en général. On n'a pas trouvé de fan de Porto. Du coup, si quelqu'un dans le chat connaît un fan de Porto qui voudrait nous parler de Fabio Vieira, n'hésitez pas. Ou même si vous deux vous connaissez. Et les fans d'Arsenal, on va du coup faire un débrief demain, revenir un peu en mode Arsenal Fan FR pour discuter un peu de la pré-saison. Et on vous parlera d'une opportunité pour vous donner la parole aussi dans les prochaines semaines, dans la prochaine semaine d'ailleurs, pour vous inviter un peu à parler. Et donc bref, ça c'est la petite introduction qui est faite. Et maintenant, on passe directement au vif du sujet, donc Zinchenko. Voilà, en tant que fan d'Arsenal, on se fait tellement détruire par Manchester City que forcément on pense que chacun de vos joueurs est le meilleur joueur à son poste du monde. Alors en plus on est fan d'Arsenal, donc quand on recrute un joueur, forcément on pense que c'est le meilleur joueur du monde. Là c'est duo de meilleurs joueurs du monde, en l'occurrence avec Zinchenko, Gabriel Jesus. Votre avis va peut-être nous permettre de nous remettre un peu les pieds sur terre sur les joueurs, leurs limites, leurs caractéristiques, leurs capacités, etc., etc. Et du coup on va commencer par Zinchenko, Zinky Winky comme surnommé par Ramsdale, officialisé hier. On était tous très contents dans l'équipe de voir arriver parce qu'on pense que c'est un joueur d'exception. Et du coup, rapidement, est-ce que vous pouvez retracer son parcours chez vous, son arrivée chez vous, le début, son année en prêt, de milieu de terrain à latéral et aujourd'hui ce qu'il incarne pour vous finalement? Comme tu veux, si tu veux commencer ou si je commence. Vas-y. Moi, je l'avais vu en pré-saison du coup quand il était arrivé. Donc c'était au tout début quand il était arrivé avant d'être prêté. Il avait joué un peu en pré-saison. Donc c'était à l'époque où il n'était pas encore mis sur le flanc gauche. C'était à l'époque où il était encore au milieu de terrain. Donc il avait joué un petit peu, puis il était parti justement en prêt du coup. Je sais plus dans quel club exactement, mais je sais qu'il était parti en prêt. Et du coup, après Guardiola, on a décidé de le mettre côté gauche, côté latéral gauche. Et moi, Zinchenko, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelqu'un qui a un super caractère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on sent qu'il aime le club, qui mouille le maillot et qui défend ça. Et ça, je trouve ça hyper important dans le foot actuel parce que c'est plus beaucoup présent. Donc moi, j'aime beaucoup ce joueur. C'est pour ça que sa perte me fait un peu du mal à ce niveau-là. Après, en termes footballistiques, bon, c'est pas le meilleur latéral gauche de Première Ligue. Hein. Je pense que je vais pas vous mentir. Mais ça reste quand même un bon joueur solide qui connaît le championnat, qui connaît Arteta. Je pense que ça, c'est hyper important pour vous. Et qui, mine de rien, petit à petit, a quand même réussi à s'imposer à Manchester City. Alors cette année, il a quand même beaucoup moins joué, avec le fait que Cancelo jouait beaucoup plus à gauche. Mais il faut savoir qu'avant que Cancelo arrive, quand il y avait Danilo, etc., c'était plutôt lui qui jouait côté gauche. Il a quand même fait pas mal de matchs. Et il assurait même pas mal dans les gros matchs de Ligue des Champions, etc. Moi, j'ai une très bonne image de Zinchenko, notamment quand on va en finale de Ligue des Champions face à Chelsea, où il fait une très bonne saison. Et je pense vraiment que c'est une très bonne recrue pour Arsenal. Et je pense que sa connaissance de la Première Ligue et sa connaissance avec Arteta va énormément vous apporter. Et j'insiste vraiment sur son caractère, qui est pour moi le plus important dans ce joueur-là. C'est quelqu'un vraiment qui a l'air sympathique extérieurement parlant et qui surtout se donne à fond. Et ça, je pense que c'est très important. Je sais pas si tu veux continuer, si tu veux enchaîner du coup. Tu as dit beaucoup de choses, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu viens de dire. Alors le prêt c'est PSV Eindhoven, Voilà, je viens de vérifier sur Transfermarkt, hein, c'est pas de la connaissance pure d'expert. Ici on fait semblant d'être Oui, experts, nous a un peu t'inquiète. survendu, mais Ouais, je sais plus. c'est le PSV, d'ailleurs, année au PSV où je l'ai pas trop suivi, très sincèrement. Quand il arrive, en effet, pour moi il est même numéro 10 en réalité, c'est un joueur qui est ultra offensif. Je l'imagine pas une seule seconde faire une Bounassar et être repositionné sur le flanc gauche ici. Sa transition est absolument étonnante. Maintenant, je pose quand même une question. Avec Guardiola, sa transition est absolument étonnante. C'est-à-dire que dans le jeu de Guardiola, dans un jeu de possession absolue, où les arrières latéraux jouent quasiment comme des ailiers, avoir Zinchenko sur un côté, ça me paraît absolument pertinent. La question qui va se poser, c'est quel jeu va vouloir jouer Arteta et avec quelle doublette sur le flanc gauche. J'imagine que vous allez peut-être l'aborder un peu plus tard, mais c'est pour moi la question principale. Maintenant, pour l'effectif, pour le groupe, comme l'a dit Arthur, c'est un joueur qu'il joue ou qu'il ne joue pas, il va être positif, il va apporter au groupe. Qu'il rentre ou qu'il soit titulaire, il va apporter au groupe. Offensivement, il va énormément apporter. Maintenant, à quel poste vous allez le faire jouer? Est-ce que vous allez le faire jouer à la place de Tierney? On sait que Tierney, c'est un joueur qui est assez fragile. Alors, vous aviez Tavares, j'avais l'impression qu'il satisfaisait pas mal, mais peut-être qu'il va partir, j'ai entendu quelques rumeurs. Est-ce que vous allez le faire jouer en milieu central, milieu axial gauche, mais dans ce cas, dans un rôle de milieu défensif, qui m'étonnerait un peu plus pour lui? Ça va dépendre vraiment du système de jeu dans lequel Arteta va jouer. Pareil, le poste de numéro 10, il me paraît un peu bouché. Oui, ça serait pour jouer arrière gauche, très certainement. Un joueur magnifique pour votre effectif, un peu dégoûté de le perdre aussi, hein, comme Arthur. Maintenant, voilà, grosse question, dans quel système de jeu va vouloir jouer Arteta? Avec quelle mobilité offensive? Est-ce que c'est un jeu de possession, un jeu de transition?
comment tu utilises les autres joueurs, comment tu utilises Saka par exemple sur un jeu absolument centré sur de la possession. C'est toutes ces questions-là auxquelles il va falloir répondre, mais sur le papier en tout cas c'est une super recrue. Après, si je peux ajouter, il me semble qu'en sélection ukrainienne, je suis pas sûr, mais je crois qu'il jouait pas tout le temps au poste de latéral gauche. Il me semble qu'à certains moments, il jouait milieu de terrain. Tout le temps milieu de terrain, ouais. Voilà, ce qui fait qu'il joue milieu de terrain. Voilà, ce qui fait qu'en fait, c'est pas si lointain que ça pour lui en fait d'avoir joué réellement au milieu de terrain. Et ouais, la spécificité de Guardiola, c'est qu'il demande énormément aux latéraux. On sait que les latéraux c'est que le rôle des latéraux à Manchester City est complètement différent que dans les autres clubs, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus axés sur l'intérieur. Et ouais, à voir comment il va être utilisé Arsenal. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'Arteta, après, je ne connais pas exactement les faiblesses d'Arsenal. Je sais que pour en avoir parlé avec des amis, le poste de latéral gauche était quand même un point faible à un certain moment de la saison. Donc je pense peut-être qu'il sera plutôt côté gauche. Mais à voir peut-être si Arteta ne laissera pas de le faire jouer au milieu de terrain, même de façon peut-être plus offensive. Parce que Zinchenko est un très bon. Offensivement, il est très bon. Moi, je me souviens de sa passe décisive sur le but de Rodri contre Aston Villa à la dernière journée qui nous a bien sauvés. Donc, moi, je lui remercie encore pour cette passe décisive, son petit enchaînement de dribble. Donc, à voir comment il l'utilise. Parce qu'en défenseur pur, je ne sais pas si c'est son meilleur rôle. Et je pense que dans le jeu de Guardiola, tu ne peux pas trop juger les latéraux sur leur façon de défendre réellement, parce que ce n'est pas leur but premier, on va dire. Donc j'ai hâte de le voir dans un système différent et dans un club différent qui n'est pas axé sur la possession comme Manchester City. Je pense que ça va être très intéressant de voir ses qualités par rapport à ça. À la place de Xhaka, à côté de Partey et derrière Odegaard, ça peut être un bon poste aussi. Maintenant, à voir ce qu'on lui demande défensivement. À voir ce qu'on lui demande défensivement. Ouais, bah Arteta, notamment, c'est la première phrase qu'il a dit hier dans son interview, c'est que c'était un numéro 10 naturel. Alors nous, ça nous a fait un peu tiquer, parce qu'effectivement, on a l'impression de recruter que des numéros 10 en ce moment. Non pas qu'on se plaigne, on vient de l'époque phare avec des Wilshere, Özil, Ramsey, Cazorla et Rosicky, et c'était assez plaisant, mais ouais. Très clairement, la question de son positionnement, elle va dépendre probablement des phases de jeu et puis des disponibilités, tout simplement, avec Tierney ou Xhaka. C'est pas encore ce que l'avenir leur réserve véritablement. Vous allez très vite, c'est super génial, hein, super intéressant. Du coup, vous me court-circuitez pas mal de mes questions. Non, mais c'est génial, c'est vraiment le côté ingrat de faire une interview. Enfin bref. Du coup, vous avez dit qu'il a toujours été un peu titulaire de luxe. J'ai vu que sa plus grande saison, enfin en termes de matchs joués, c'était 15, un truc comme ça. Bon, forcément, quand il y a Cancelo devant, c'est compliqué d'avoir des minutes, j'imagine bien. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il s'est jamais vraiment imposé en tant que titulaire affirmé Moi, je pense, si je me permets, désolé, je pense que déjà le fait qu'il ne soit pas un latéral gauche de base, de formation, est assez problématique. Je pense que dans le haut niveau, il faut quand même avoir une certaine base. Alors, on a vu des joueurs, on peut trouver des contre-exemples sur des joueurs qui ont changé de poste et qui ont énormément performé. Mais je pense que le fait qu'il ait été de base milieu de terrain, puis après mis à gauche, dans un système aussi compliqué que le système de Guardiola, pour le fait d'appréhender, d'avoir une certaine compréhension du jeu et de tout assimiler assez rapidement, je pense que c'est assez compliqué. Et donc je sais pas, en fait je sais pas réellement quel est son meilleur poste actuellement, je sais pas si le poste de latéral gauche est son meilleur poste, donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'il n'a pas été un top joueur à gauche. Je pense que le fait qu'il n'ait pas été formé à ce poste-là amène quand même des complexités par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, à voir dans le futur avec une appréhension différente de la part d'Arteta, avec des demandes différentes, pourquoi pas. Mais j'étais persuadé, moi, quand Zinchenko est arrivé, je me souviens très bien, on me disait que c'était une jeune pépite d'Ukraine qui arrivait, donc moi j'étais vraiment très excité de le voir au milieu de terrain, de voir ce qu'il pouvait donner, prendre le relais de De Bruyne un peu en 10 ou même en 8 pour voir un peu. Et malheureusement, il n'a jamais joué à ce poste-là à City, donc je suis vraiment curieux de savoir. Mais pour moi, je pense que la limite par rapport au fait de latéral gauche, c'est vraiment sa formation qui n'était pas à gauche. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, peut-être que tu veux accueillir Lounès. Je crois qu'il y a Lounès qui vient d'arriver, mais de manière un peu buggée. Du coup, Lounès, si tu nous entends ? Allô ? Non, classique Lounès. Bon, bah vas-y, continue. Il Non, ce que je voulais simplement ajouter au propos d'Arthur, avec lesquels, encore une fois, je suis absolument d'accord, c'est on a peut-être un bout de Lounès. C'est bon, Lounès, tu nous entends ? Alors ça, du coup, pour les viewers, il faut savoir que ça, d'habitude, c'est quelque chose qu'on fait en dehors des lives avant. Où là, vous avez un petit peu l'arrière de la scène Arsenal Fan FR sur Twitch. C'est encore plus le bordel que devant la scène et c'est assez privilégié, voilà. Mais du coup, Lounès... Désolé. Non, c'est bon, je viens de te mettre ton son, du coup, tu peux parler à partir de maintenant, je t'avais mute jusque-là. Et ravi de te revoir et de te retrouver. Salut tout le monde, désolé pour le retard. Salut Lounès. Et du coup, on a presque fini là, donc...
Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? Oui, très très bien, on t'entend très Oui, bien. oui. Ok, excusez-moi, les problèmes de connexion, déjà le retard, encore une fois, je m'excuse, mais Pas de voilà. souci. Du coup, j'en profite pour répondre vite fait au chat. Du coup, il y a Emile 112, j'ai l'impression que tu levais la main en mode fan de Porto, peut-être. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là. Donc, n'hésite pas à nous DM sur Twitter si c'est le cas. Si c'est pas le cas, ok, merci pour le Pikachu. Et salut Sevaladé, salut Aboubacar Gunner, et salut au fan club de Arthur qui apparemment s'est déplacé. Ah bon? Ah, je vois pas le chat, donc je peux Il y a pas un voir certain, mon fan club. je sais pas, en tout cas, ça parle d'une Loue. Ah, oui, bon. Oui. Oui, je vois très bien. Et ouais, le ça même va, ouais. Emile 112 qui dit BG le Arthur, donc bon, voilà, forcément, Voilà, enfin, bon. ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Du coup, là, une question que j'avais par rapport à sa polyvalence que vous venez d'évoquer là, est-ce que vous pensez que c'est détrimentaire pour le reste de sa carrière, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se stabiliser à partir de maintenant? Pour un peu de contexte, nous on a un joueur actuellement dans l'effectif, Maitland-Niles, qui aujourd'hui est un peu détruit par sa polyvalence, parce qu'on ne sait pas vraiment où est son meilleur poste, on ne sait pas comment le faire jouer, et finalement ça fait une sorte de couteau suisse qui reste dans le tiroir. Et est-ce que vous pensez que, au contraire, cette polyvalence tactique, cette petite polyvalence technique, ça peut que nous apporter en termes de tactique, de manière de changer un peu le système au cours d'un match ou entre les matchs? Tu veux y aller, Arthur, Non, ou vas-y, je commence? vas-y, j'ai commencé avant, je te laisse. Vas-y. Je pense pas que ce soit un souci. Le cas de Maitland-Niles, il est très particulier. Je pense parfois aussi que les problèmes ne sont pas forcément un problème de polyvalence, mais de système de jeu. Dans quel système de jeu vous faites jouer quel joueur, en fait, tout simplement. Maitland-Niles, c'est une vraie question dans le système actuel. Pour Zinchenko, spécifiquement pour Arsenal, et c'est pour ça que je pense que c'est une qualité immense, sa polyvalence chez vous, c'est que vous avez quand même un historique de blessures. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour un joueur juste après. Vous avez un historique de blessures, vous avez des besoins en général sur tous les postes que couvre Zinchenko finalement. Il peut couvrir quasiment tous les postes sur le terrain, à part dans la défense centrale. Tant que Saliba part pas au Barça, tout va bien se passer, je pense. Mais du coup, je pense au contraire que sa polyvalence, c'est un super atout pour vous tout au long de l'année et dans les différentes compétitions, pardon. La Première Ligue, c'est un championnat qui est hyper prenant, hyper difficile, notamment physiquement. Et Zinchenko a prouvé qu'il pouvait multiplier les efforts, malgré son faible volume de jeu. En tout cas, il est toujours à la hauteur quand on fait appel à lui, quel que soit son poste. Du coup, pour moi, je pense au contraire que sa polyvalence, c'est un super atout. Reste la vraie question de est-ce que Arteta a l'intention de l'installer, de l'utiliser en super sub, on ne peut pas savoir exactement en fait. Est-ce qu'il sera dans le 11 ou pas, c'est ça la vraie question. Moi, si je peux me permettre, du coup, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que c'est plus problématique quand tu es dans un club comme Manchester City où il y a 2-3 joueurs par poste, où c'est fait avant la saison, où tu n'auras pas forcément des besoins sur plusieurs postes, où tu auras vraiment un besoin sur un poste. Zinchenko à Manchester City jouait quasiment que latéral gauche et n'a pas joué autre part. Alors qu'Arsenal, dans un club où, comme il l'a dit, il y a peut-être des besoins un peu plus élevés sur certains postes, je pense que c'est plus intéressant dans un club comme ça d'avoir de la polyvalence. Et je pense qu'au contraire, ça ne peut que vous aider dans le futur. Et même pour s'adapter à ce club-là, le fait d'être polyvalent, je pense que c'est que bénéfique pour lui. D'autant plus que, si je peux me permettre de rajouter quelque chose très rapidement, si Arteta veut avancer vers le mini-Pep qu'il essaye d'être, en tout cas, c'est un système de jeu, en tout cas, qui demande énormément de dépassement de fonction. Avoir un joueur qui est capable de couvrir tous les postes sur le flanc gauche, voire dans l'axe, ça permet justement de créer ces systèmes, de dédoubler énormément, etc. Donc je pense que, sincèrement, je ne suis pas inquiet pour son intégration dans l'effectif ni dans le jeu. Toujours les mêmes questions qui se posent. Est-ce qu'il sera utilisé et comment? Avant de te laisser la parole, Lounès, du coup, il y a Sambou dans le chat qui demande s'il peut dépanner à droite. Est-ce qu'il a déjà joué à droite chez vous? Moi, j'ai pas souvenir. Hein. Non, à droite, vous voulez dire offensivement ou offensivement? Parce que c'est pas pareil. C'est pas forcément un joueur qui. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais de souvenir, en tout cas, de lui jouer ailier droit. Arrière droit, je pense que c'est difficile. Est-ce qu'on a déjà vu un gaucher jouer arrière droit? L'inverse est possible, mais gaucher arrière droit, c'est difficile. Ça me paraît compliqué. Quand Cup, il avait joué peut-être ailier gauche, à la limite, il était plus haut sur le terrain, mais toujours à gauche. Mais je crois qu'à droite, j'ai pas. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas souvenir. Donc bon, je sais pas, peut-être, mais je crois que j'ai pas souvenir de l'avoir vu jouer à droite. Sur un poste d'ailier, pourquoi pas? Après, plus bas sur le terrain, ouais. Ça me paraît compliqué. Exactement. Younes, du coup, c'est une question? Sur le cas Zinchenko, les gars, vous avez très bien résumé. Après, je sais pas si vous en avez parlé avant. Bon, je sais pas trop si vous suivez Arsenal. Bon, je pense un peu quand même parce que vous suivez l'APL. Mais est-ce que, c'est un peu pour tout le monde la question. Moi, le truc que je me pose, c'est si on a un Tierney fit toute la saison et qui est très probable, est-ce que au final, c'est pas impossible de voir en fait un Zinchenko pas cirer le banc, mais
au final avoir un rôle à peu près similaire qu'il a à City, alors que au final il vient à Arsenal pour avoir du temps de jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, moi je pense que c'est une bonne question. Après, c'est les mêmes interrogations, je pense qu'on se posait tout à l'heure, c'est à savoir comment Arteta veut l'utiliser en fait. Je pense que c'est ça la réelle question, c'est savoir s'il veut vraiment le mettre à gauche, s'il veut le mettre un peu plus offensif. Et je pense que tant qu'on n'a pas cette réponse-là, je pense qu'on ne peut pas trop juger le nombre d'apparitions qu'il va faire, le nombre ou le pourcentage de matchs de titulaires qu'il fera. Mais c'est sûr que Tierney, s'il est à 100%, je pense que c'est meilleur que Zinchenko, de mon point de vue à moi. Après, peut-être que je me trompe, j'ai pas la même expertise que vous sur le joueur d'Arsenal, donc peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est quand même un peu meilleur. Alors après, voilà, est-ce qu'il va le faire jouer au milieu, à gauche De là à cirer le banc, je pense pas. Je pense quand même qu'il renforcerait. D'accord. Une question pour vous, les gars, et pour toi, Lounès aussi, excuse-moi. Quid de la rumeur Tielemans, du coup? Est-ce que vous comptez toujours le recruter? Est-ce que Zinchenko condamne complètement son recrutement? Comment ça se passe? Pour le moment, il faudrait un départ d'un milieu de terrain pour évoquer l'arrivée de Tielemans. Si Xhaka part pas de Tielemans, c'est tout. C'est ce qui est dit récemment. Là. Même si ça peut être une technique de négociation, on ne sait pas vraiment, là, pour le coup. On sait que le dossier n'est pas chaud, et on sait qu'il n'y a personne d'autre vraiment sur le dossier, vu qu'il veut nous rejoindre que nous et pas Manchester United, vu que c'est un homme de goût. Certes, on est d'accord sur ce coup-là. D'ailleurs, si Granit bloque l'arrivée de Tielemans, je pense qu'il va y avoir des manifestations de Nicolas devant l'Emirates Stadium rapidement. Ça c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est dommage parce que c'est une opportunité enfin, pour moi c'est une opportunité en fait. Tielemans, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas s'il peut rejoindre un autre club ou quoi. Et vu la qualité du joueur, vu l'âge, vu tout ça, pour moi ça faisait un peu partie de l'amélioration de l'effectif qu'on a sur ce mercato. C'est-à-dire que le mercato 2021, oui, estival 2021, on a eu des Tomiyasu, des White qui sont certes des bons joueurs. On a eu qui d'autres attendez, je suis en train de perdre la mémoire. Bref, on a eu pas mal de... Voilà, oh là là. On a eu pas mal de joueurs. Bon, on a eu 5 sur 6 jeux, on va dire 4 sur 6 recrues qui ont joué presque toute la saison et qui ont été très bons et qui n'étaient pas spécialement des joueurs ultra confirmés en première ligue, comme le sont par exemple Zinchenko et fait cette étape encore supérieure et c'est dommage de ne pas foncer dessus. Surtout qu'en plus, Tielemans, pour le coup, a vraiment l'expérience PL avec Leicester, donc c'est sûr que ça apporte quelque chose. Le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà joué en première ligue, je pense que c'est quand même rassurant déjà dans un recrutement, surtout dans le milieu de terrain. Quoi. Ah bah c'est sûr, t'as pas l'adaptation parce que Ødegaard, on s'en était plein l'année dernière, enfin l'année d'avant du coup, en 2020-2021 quand il était en prêt, le mec en 6 mois il nous a pas du tout convaincus et quand il est revenu, quand on l'a recruté, parce qu'en soi c'est quand même une bonne recrue, et quand on l'a recruté on était en mode bah non, enfin Maddison c'est mieux, alors qu'au final le mec sur toute la saison, au vu de sa régularité entre novembre et mars, il a éteint tous les débats. Donc, comme si voilà, comme si c'est toujours pas mieux chaud pour Ødegaard devant Maddison, enfin bref. Si, toi tu l'étais, c'est vrai. Non, mais Nicolas témoigne d'avoir eu des discussions, de longs débats houleux avec Nicolas sur Ødegaard. Mais Ødegaard, il y avait des matchs, c'est 2021. Moi, je me disais, mais ce mec, ok, c'est bien, mais ok. Et en plus, on avait ce problème entre Lacazette et Aubameyang qui joue devant, qui joue à gauche. Enfin bref, c'était un bordel. Du coup, Ødegaard, on savait pas trop son poste, tout ça. Donc, au final, tout a été réglé la saison suivante. Et c'est ce qui a fait qu'Ødegaard, il te fait une saison. Pour moi, c'est le top 3 quoi, de la saison. Donc, et de toute façon, il a été deuxième. Donc, et il a le brassard en prime. On est incorrigible, on n'arrive pas à s'empêcher de parler d'Arsenal, désolé, hein, c'est ça la passion, c'est ça l'amour du club. C'est normal. Pour revenir rapidement du coup sur Zinky, nous on le connaît un petit peu, on l'a vu jouer contre nous, moi j'ai fait un peu de scouting YouTube comme à l'habitude quand on recrute quelqu'un, et c'est vrai que ce qui transparaît le plus c'est vraiment sa vista, ses passes progressives, ses dribbles, et là tout à l'heure par exemple Arthur tu as évoqué le fait que défensivement peut-être que c'était pas non plus un crack défensif. C'est quelque chose que vous avez vu, il s'est déjà fait rincer dans des matchs, il s'est déjà fait un peu démolir par des ailiers. Alors j'ai pas d'exemple de Zinchenko qui subit une humiliation sur un match honnêtement, mais dans l'inverse j'ai pas non plus de match référence non plus. En fait pour moi c'est ça Zinchenko, c'est-à-dire que ce n'est pas l'excellence, mais ce n'est pas non plus, c'est pas quelqu'un qui va te faire perdre un match. À défaut il peut quand même te le faire gagner parce qu'on l'a vu face à Aston Villa, c'est grâce à lui qu'on revient, donc à ce niveau-là, je pense que c'est quand même une plus-value par rapport à ça. Maintenant, défensivement, je me pose des questions sur son réel niveau parce qu'encore une fois, il n'est pas latéral gauche de formation. Et quand tu es milieu offensif, tu n'as pas les mêmes capacités défensives qu'un latéral gauche de formation. Donc pour moi, c'est une interrogation. Après, voilà, je sais que sur cette saison-là, il jouait dans les plus petits matchs. Il rentrait dans des fins de match plutôt, donc il n'avait pas un rôle majoritairement défensif.
parce qu'on avait la possession et parce que justement on était plus basé sur l'offensif. Maintenant, dans un club qui n'a pas ces mêmes pratiques-là, je me demande ça. Parce que je me demande si dans un match où il prend une pression pendant 80 minutes, je sais pas, il joue contre, je sais pas, par exemple le Real, ou je sais pas, il prend une pression pendant 90 minutes et il doit faire que défendre. Là, je sais pas, par exemple, je suis curieux de voir ses capacités défensives et sa façon à réagir dans cette situation-là. Parce que c'était pas le cas avec Manchester City. Il s'est fait bouger, mais pas pendant 80 minutes. Donc j'aimerais voir dans ce Arsenal, justement, ce côté-là de Zinchenko. Ouais. Il y a Tcheko dans le chat qui parle de Valverde en Ligue des Champions qui l'aurait fumé. Je sais pas si vous corroborez. Bon, c'est un mauvais souvenir, le Real Madrid, il faut éviter d'en parler. C'est quelque chose qui... ok. Ça me fait marrer que tu dises de l'année prochaine on va taper le Real Madrid. Non, c'est pas la priorité actuellement pour nous. C'est pas l'exemple qui va sortir, ce n'est pas un bon exemple. Ça me hante encore. Vous n'allez pas les jouer déjà, donc. C'est un peu le souci, quoi. À moins d'un. Mais je pense que sur la. Mais ouais. Vous parliez, enfin tu parlais Arthur de Zinchenko qui a pas vraiment de match référence, mais même en Ligue des Champions, il n'y a pas un match où il a été très bon ou quelque chose comme ça, non? Moi après, j'avoue que c'est difficile de retenir un match, surtout sur un latéral gauche, de retenir une performance comme ça. Mais moi, ce que j'ai vu quoi derrière, c'est que je ne le retiens pas forcément pour du positif, mais je le retiens pas pour du négatif, ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a plein de défenseurs de City. On a quand même connu des défenseurs, des latéraux qui faisaient des matchs catastrophiques. Je peux en citer certains, comme Delph notamment, qui dépend à gauche et qui nous a fait quand même pas mal de problématiques. Donc, je pense que c'est déjà bénéfique de pas avoir de points négatifs par rapport à ça. Mais moi, je le trouve quand même solide. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est juste un joueur qui ne fait pas de choses négatives. Non, bien sûr, il fait des choses hyper positives. Et c'est un joueur solide. Après, moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai encore des interrogations sur le niveau défensif dans un match où il subit une grosse pression face à, je sais pas, un Vinicius, par exemple. Je sais pas pourquoi encore je dis Vinicius. Mais voilà, face à Salah, par exemple, j'en sais rien, où il subit pendant 90 minutes. Voilà, c'est ça que j'aimerais voir. T'inquiète pas, nous on a Gabriel à côté, donc forcément on est cadenassé. T'en fais pas. Ça va bien se passer, ouais. Non, je pense, petite chose aussi, c'est peut-être aussi ce qui explique le fait qu'il ne se soit pas imposé en tant que titulaire. C'est-à-dire qu'on a des latéraux de formation qui défensivement sont solides. Et encore une fois, j'en reviens toujours au système tactique de Guardiola. Mais la spéciale Manchester City, ça reste des ailiers qui jouent hyper haut, un long ballon, 3 attaquants qui attaquent sur 2 défenseurs centraux et on est en galère derrière. Donc, il n'y a aucun match où on peut vraiment cibler Zinchenko et dire il y a eu un problème défensif, il y a eu des lacunes défensives. Maintenant, ça peut poser question. Arthur parlait de Vinicius ou Salah. Moi, j'attends de le voir 90 minutes face à Adama Traoré, par exemple. Sur des gabarits de ce style-là, avec cette vitesse-là, et dans le système d'Arteta, ça peut être compliqué, en effet. Pour Traoré, on a holding donc pour le coup, donc il n'y a pas de souci non plus. J'allais te dire une dernière question pour le profil technique, c'est il est apparemment très gaucher au vu de ses stats, mais est-ce qu'il est vraiment très très gaucher ou est-ce qu'il a un peu de polyvalence quand même avec son pied droit? Je te laisse répondre en premier. Formé numéro 10, donc il s'en sort avec son pied droit. Maintenant, c'est quand même un gaucher assez essentiel. Okay. Moi, franchement, sur ses passes de souvenirs, j'ai que des souvenirs de passes du pied gauche. Personnellement, moi, sur ses centres, je n'ai pas de souvenirs du côté droit. Après, il était latéral gauche, encore une fois, ça dépend s'il veut faire jouer au milieu de terrain, encore une fois. Mais moi j'ai souvenir plutôt d'un bon gaucher, mais pas réellement de choses du pied droit. Moi, dans mes souvenirs, en tout cas. Parfait pour remplacer Xhaka, alors. Je te le fais pas dire. Lionel, c'était une autre question ou quoi? Non, pas forcément. Je trouve qu'on a fait un peu le tour. Ah si, peut-être. Après, ça dépend parce que là, c'est pas vraiment Manchester City, mais juste, je demande au cas où, si vous avez des nouvelles, mais est-ce que sur les matchs internationaux, ils se débrouillent bien? Moi, je suis pas du tout l'Ukraine. Je sais c'est ce qu'on disait. Moi, personnellement, je suis pas énormément l'Ukraine. Je vais être honnête. Mais je sais déjà qu'en Ukraine, il joue pas latéral gauche, il joue au milieu. Donc déjà, c'est différent, tu vois, dans l'approche. Et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'il est en fait, c'est pas si loin le fait qu'il ait joué au milieu de terrain. On a l'impression que c'est lointain, alors qu'en fait, en sélection, il joue régulièrement au milieu de terrain. Ce qui fait que pour moi, c'est quand même vraiment une solution pour Arteta. Moi, je pense vraiment qu'Arteta, je sais pas, moi, je suis pas un expert d'Arsenal, mais je suis pas sûr qu'Arteta l'ait vraiment recruté pour être latéral gauche. Moi, je suis curieux de voir à quel poste il va le faire jouer. Et je pense que milieu de terrain, ça peut être une solution parce que c'est quelqu'un quand même qui a une bonne frappe, qui a une bonne passe et qui a une bonne vision de jeu. Donc, je pense que ça peut être quand même intéressant de le faire jouer au milieu de terrain aussi, quand même. Les remontées de balles, Zinchenko, Odegaard, Smith-Rowe, ça peut être un régal, je pense. Ça peut être intéressant, ouais. On a hâte. Il y a du ballon. Du coup, tout à l'heure, tu l'as évoqué, Arthur, le fait que tu regrettais son départ parce que tu pensais que c'était une bonne personnalité, une bonne mentalité. C'est quelque chose, effectivement, qu'on a beaucoup entendu les interviews là, de Edu, d'Arteta.
Est-ce que par contre, enfin, du coup, les fans d'Arsenal, vous savez, une de nos capacités, c'est de retrouver les bails les plus obscurs des joueurs qu'on recrute. En l'occurrence, j'ai réussi à voir un clip de rap de Zinchenko quand il était jeune, Oui, assez oui, oui. extraordinaire. Je le connais, ouais. Je le connais, j'en ai beaucoup rigolé avec mes potes. Ouais, c'est un clip de rap ukrainien où il rappe il passe dans des trains. Ouais, je sais pas où, c'est génial. Ouais, c'est Bon, et je l'ai aussi vu péter un câble sur un plateau télé, à faire n'importe quoi, je sais pas trop dans quel contexte. Enfin bref, du coup, il a l'air d'être un mec super sympa. On l'a bien vu de toute façon hier dans sa chanson d'intégration où il a mis l'ambiance pour cet exercice du bizutage qui est quand même vraiment absolument gênant la plupart du temps. Mais est-ce que c'est un leader d'équipe? Est-ce qu'il a de la personnalité auprès des jeunes, auprès des seniors? Est-ce qu'il a déjà porté votre brassard par exemple? Il est capitaine de sélection, mais je sais pas si chez vous il a été. Je me pose la question, je crois qu'il a pu le porter peut-être en Cup quand on avait fait tourner qui jouait. C'est peut-être arrivé une ou deux fois, si je me trompe pas. Et par rapport à sa personnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est une super recrue sur le plan humain. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas facile ces derniers temps avec la guerre dans son pays et il s'est beaucoup rapproché du club par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y avait un lien qui s'était créé avec Manchester City qui lui avait proposé beaucoup d'aide durant cette période-là. Et je pense que inconsciemment, ça l'a aussi forgé, ça l'a aussi aidé, ça l'a fait grandir en tant qu'homme. Et je pense que c'est que bénéfique pour Arsenal à ce niveau-là. Je pense qu'il peut vraiment prendre une équipe derrière lui, qui peut motiver un groupe. Et moi, je pense que vraiment, humainement parlant, je pense qu'il n'y a pas mieux en termes de recrues par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de très, très important. Et comme Gabriel Jesus, en fait, les deux, humainement, je trouve qu'ils sont assez proches à ce niveau-là, parce que les deux vraiment sont dans la bonne humeur tout le temps. Et c'est vraiment bénéfique, mine de rien, pour investir. Ok. Ma toute dernière question moi, par rapport à Zinchenko, du coup, c'est rapport au prix. Moi, ça m'étonne que vous ayez demandé que 35 millions pour lui, surtout après avoir demandé 50 millions pour Ake. Il me semble que Zinchenko est quand même 3 fois meilleur que Ake, de ce que j'ai pu voir des deux joueurs. Ça vous surprend un peu ce prix un peu dérisoire? Enfin, comment vous l'expliquez, vous? Alors moi, je sais pas si tu veux y aller ou si j'y vais, comme tu veux. Toujours très difficile de vendre, toujours très difficile de vendre des joueurs pour les gros clubs et les gros budgets comme City. Mais sinon, je sais pas, ça me choque pas particulièrement. Est-ce qu'il a prouvé tant que ça? Est-ce qu'il a été titulaire? Ake a quand même un passé aussi en première ligue où il a prouvé ses qualités, tu vois. Donc c'est peut-être ça qui joue. Je sais pas, Arthur, si tu as une autre idée. Moi, ça m'a pas choqué non plus. Je sais pas combien de temps il lui restait de contrat. Je sais pas, j'ai pas regardé combien de temps. Mais je sais que par exemple Sterling il lui restait qu'un an, donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper le prix. Mais Zinchenko, ça m'a pas choqué parce que moi je trouve que c'est un peu son prix en fait. C'est-à-dire que c'est pas un top joueur, c'est pas un mauvais joueur, donc voilà, on est entre les deux. Je sais pas, il y a des bonus aussi, je crois, je sais pas. Il y a 2 millions de bonus, 33 millions plus 2 millions de bonus, donc 35 millions total. Pas énorme, mais moi ça m'a pas choqué plus que ça. Je pense que c'est un bon prix pour les deux parties en fait. Je pense que pour Arsenal comme pour nous, c'est bien, ça nous fait dégraisser en vendant quand même plutôt bien, donc je pense que c'est bon pour les deux en fait. C'est une bonne affaire. Okay. Cette question, elle provenait aussi de l'idée que les moutons mancuniens ont dépensé 60 millions pour Lisandro Martinez. Que tu dis que pour la moitié moins, tu as un joueur qui a déjà prouvé, donc moi c'est vrai que ça nous a tous un peu surpris collectivement. Quoi. Après, pour les dépenses de Manchester United, je pense qu'on peut en faire un débat, ça va être très très très, très amusant. Ouais. On peut se régaler, les gars, on peut se régaler. Voilà. On peut faire un très bon débat là-dessus. On en rigole beaucoup aussi entre nous, même si on a eu des années sombres pendant un petit moment, hein, Don Raoul. Ouais, mais là je pense que tu es sur un niveau assez élevé. Là. C'est clair. Du coup, sauf si le chat a d'autres questions par rapport à Zinki, je propose qu'on embraye sur Gabriel Jesus. Globalement, j'ai l'impression que c'est considéré comme un des plus gros coups de l'été, un des plus gros transferts, en tout cas les plus bénéfiques. J'ai eu plus de gens à dire des choses positives sur ce transfert que celui de Sterling à Chelsea. Je ne sais pas si ça parle peut-être des auras respectives des deux clubs, aussi de Chelsea et d'Arsenal, ou de ce que les joueurs peuvent apporter à un effectif. Enfin, on sait que Chelsea, ils ont beaucoup de joueurs offensifs. Nous, on n'avait littéralement aucun attaquant, concrètement, quoi. Du coup, vos impressions rapidement sur ce départ, sur ce joueur, ce qu'il représente pour vous, ce qu'il incarne Manchester City? Moi, si je peux commencer, après je te laisserai parler. Moi, je suis très déçu de son départ parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Quelqu'un de polyvalent, mine de rien, parce qu'il arrivait en tant que neuf et au final, sur la fin de sa carrière à City, il jouait plutôt à gauche. Et donc, très polyvalent à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui, quand il est arrivé, il était programmé pour remplacer Agüero. C'était le futur d'Agüero, en fait, quand il est arrivé. Et moi, je me souviens très bien, quand il est arrivé, il a vite remis en doute, justement, la titularisation d'Agüero. Je me souviens que Jesus jouait, en fait, à la place d'Agüero. Guardiola lui faisait plus confiance. Et on parlait justement d'un problème Agüero-Guardiola à ce moment-là. Et mine de rien, c'est un super joueur, mais il lui manque encore quelque chose pour moi pour être un top buteur. Dans les matchs, il a quand même failli un peu sur certaines finitions, sur certaines de ses
ses occasions manquées, beaucoup d'occasions manquées quand même. Mais malgré ça, c'est quelqu'un qui, humainement, comme Zinchenko, est hyper important, quelqu'un qui est toujours souriant, quelqu'un qui court à droite à gauche, qui fait 10 km par match, qui n'hésite pas à mouiller le maillot pour son équipe, et qui quand même a des bonnes stats. Moi, j'ai quand même des souvenirs de lui récemment face au Real, justement à l'aller où il met son but de lui-même, où il nous fait gagner en poule contre le PSG cette année, notamment dans Ligue des Champions, ce qui prouve qu'en fait, il peut être très, très décisif dans les matchs importants. Et moi, encore une fois, je trouve que c'est hyper intéressant pour Arsenal d'avoir recruté ce joueur-là parce qu'il peut être très bon en neuf, mais aussi il peut être très bon à gauche si jamais il y a une problématique avec des joueurs blessés ou il peut se décaler sur la gauche. Et c'est quelqu'un qui connaît la Première Ligue, encore une fois. Donc sur ça, je trouve que c'est hyper intelligent d'Arsenal d'avoir pris des joueurs de Première Ligue parce qu'il faut connaître le championnat pour éviter ce temps d'adaptation qui peut parfois être trop long. Clairement. Et donc pour moi, c'est une super recrue et moi, je suis très déçu de le perdre et je suis beaucoup plus déçu de perdre Jesus que Sterling. Déjà par rapport à l'appréhension que j'ai de lui, j'ai l'impression que Jesus c'est quelqu'un qui respecte beaucoup plus le club que Sterling l'a fait, et notamment on l'a vu ces derniers temps où l'attitude de Sterling était plus limite. Alors que Jesus, pour autant, je trouve que c'est quelqu'un vraiment de très très intéressant et je suis très déçu de l'avoir perdu honnêtement. Et je suis content pour vous du coup, forcément. Je pense que vous allez apprécier ce joueur-là. Je pense que c'est vraiment une plus-value offensive pour vous, une plus-value humaine aussi et une plus-value en général. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire pour un prix qui n'est pas exorbitant non plus. Ouais, je suis absolument d'accord avec Arthur. Si je peux enchaîner, je sais pas Noé si tu as prévu de bifurquer sur autre chose. Ouais, absolument dégoûté de perdre Jesus pour le club, absolument heureux pour le joueur, parce que je pense qu'il va trouver une place de titulaire à son poste favori qui est le poste de numéro 9. Il y a trois choses en fait, il y a trois plans sur lesquels on peut analyser ce transfert-là. Le premier plan, c'est sur le plan du jeu et du fit. Je pense que c'est le joueur idéal pour vous. C'est capable de jouer dans les pieds, c'est capable de prendre les espaces, c'est capable d'être efficace devant le but, même si en effet il y a eu pas mal de ratages d'occasion. Question que je pose, est-ce que les occasions ratées ne sont pas aussi dues au manque de temps de jeu et à l'irrégularité de son temps de jeu finalement, et même de son poste d'ailleurs. Je pense qu'en s'installant en tant que numéro 9, il va se régaler. Vous allez vous régaler aussi. Les joueurs autour vont se régaler. C'est-à-dire que quand Xhaka et Smith Rowe et Odegaard vont servir, même Xhaka d'ailleurs, vont servir Gabriel Jesus, le but va être marqué et derrière ça donne on le voit déjà dans les matchs amicaux, vous vous régalez déjà. Donc je pense qu'en termes de fit de joueurs, c'est le top. En effet, il y a sa polyvalence. Maintenant, j'espère vraiment qu'Arteta va l'installer en 9. De toute façon, j'ai envie de dire, qui d'autre? Nketiah, ça me paraît un peu encore léger pour être titulaire en tout cas. C'est un joueur qui a joué le haut de tableau en première ligue. Je pense que l'année prochaine, l'idée c'est quand même d'aller chercher la Ligue des Champions. Il y a quelques équipes, j'espère que vous allez finir devant elles, Chelsea, United et Tottenham pour ne pas les citer. Si on a le droit de citer Tottenham, pardon. Je vais être coupé, mais sur je ce me suis live. c'est pas grave. On est chez Manchester City fan des Fers et puis ils vous l'ont mis à l'envers aussi ces dernières saisons. Donc, il n'y a pas de souci. Donc sur le plan du jeu, je pense que sincèrement c'est le top du top. Vous avez besoin de quelqu'un qui est capable de marquer des buts et qui est fiable à ce niveau-là. Ensuite, il y a quelque chose dont on parle peu et qui, je pense, est presque le plus important pour vous, pour passer dans une autre dimension, c'est le côté plaisant du joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui attire le regard et la joie des supporters. Vous allez le kiffer très rapidement en fait. D'ailleurs, vous le kiffez déjà. 75% des postes, c'est sur Gabriel Jesus aujourd'hui, vous avez bien raison. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, ça va attirer une nouvelle communauté. Ça ne m'étonnerait pas qu'après un triplé de Gabriel Jesus en première ligue, vous preniez 2000, 3000, 4000 followers sur votre compte, par exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui va ramener du monde au stade aussi. Ça peut servir. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, sincèrement, je ne sais pas qui a eu l'idée de le recruter. Est-ce que c'est Arteta? Est-ce que c'est la direction du club? Mais c'est une idée magnifique. Seule question qui se pose, c'est quand même un joueur qui, malgré que ça se soit un peu calmé l'année dernière, est injury prone, comme on dit. Donc, plutôt susceptible de se blesser. Quand on sait qu'il arrive à Arsenal, forcément, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est ce qui me pose le plus question, finalement. Est-ce qu'il est capable de rester en forme? S'il reste en forme, ça va être un atout monstrueux qui est capable à lui seul de vous faire passer un cap, avec évidemment la progression de Smith Rowe, la progression d'Odegaard, la progression de Saka. J'espère que Partey aussi sera solide au niveau des blessures cette année. Mais donc voilà, c'est la seule question qui se pose. S'il reste en bonne santé, c'est peut-être la meilleure recrue du mercato en première ligue. Et si je peux ajouter deux choses, le fait déjà qu'à Arsenal, l'équipe jouera pour lui. Et ça, je trouve que c'est déjà hyper important parce qu'à Manchester City, il y a beaucoup d'individualité. C'était pas forcément la plus prisée à côté des De Bruyne, Mahrez, Foden, etc. Alors que là, l'équipe jouera pour lui. Et surtout aussi, c'est un mec qui est habitué à gagner des trophées. Et ça, c'est hyper important parce qu'il a la culture de la gagne. Et je pense qu'avec Guardiola, tu ne peux pas avoir meilleur entraîneur en termes de culture de gagne. Et arriver dans un club qui a besoin de réinculquer cette culture de la gagne,
avoir un mec qui a vécu ça pendant des années, qui a gagné pas mal de trophées, je pense que c'est quand même hyper important et que ça, c'est quelque chose qui est hyper bénéfique pour vous, en fait. Et je pense que dans cet apport-là, il va être très, très important. Ok, top. Lounès, tu as une question au premier abord? Non, pas Du spécialement. coup, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il était vu comme le successeur d'Agüero, et effectivement, moi je me souviens surtout de sa Coupe du Monde désastreuse en tant que neuf pour le Brésil en 2018. Est-ce que vous pensez qu'en termes de confiance, il a besoin de reprendre ses marques au poste de neuf? Est-ce qu'il a besoin de se retrouver un petit peu? C'est presque déjà fait. J'ai l'impression qu'il s'éclate depuis le début de la préparation. Sincèrement, je sais pas ce que t'en ressens, Arthur, hein. Ouais, non, Quand il non, marque des buts, il a l'air de s'amuser énormément. moi, je pense qu'il avait besoin de reconnaissance, en fait. Je pense qu'il avait besoin d'être dans un club qui est reconnaissant pour ce qu'il fait. Je pense qu'à Manchester City, à certains moments, il faisait le travail un peu ingrat, c'est-à-dire il rentrait à gauche, il allait chercher ses ballons, et puis il n'était pas forcément récompensé à côté des De Bruyne, on parlait pas forcément de lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance, qui a du talent, qui a besoin d'être pleinement en confiance pour le mettre en œuvre, et je pense qu'Arsenal, c'est un club parfait pour se relancer. Et même pas se relancer parce qu'en soi, il n'a même pas du tout floppé, en fait, loin de là. Mais un club parfait pour vraiment repartir vers le haut et devenir un top buteur parce que je pense qu'il est destiné à être un top buteur. Passer un cap. Et c'est pour ça, voilà, je pense qu'Arsenal, il aura beaucoup de reconnaissance et je pense que, comme je l'ai dit, l'équipe jouera pour lui. Et ça, mine de rien, je pense que dans son moral à lui, il en a besoin. Et on le voit, voilà, comme vous l'avez dit, on le voit en match amicaux, il est beaucoup plus souriant. Il a même fait une interview où il a dit que sa mère avait retrouvé un nouvel homme, etc. Donc franchement, je suis hyper content pour lui et je lui souhaite que en fait, à ce jour-là, on peut lui souhaiter que du bonheur. À part qu'il marque contre nous, à part ça, mais sinon, le reste, je lui souhaite vraiment de performer comme il le peut et comme il le fera, parce que je n'en doute pas. Ah, c'est clair. Qu'est-ce que va lui demander Arteta aussi? Qu'est-ce que va lui demander Arteta? Ça va être essentiel. On en revient toujours à cette question-là. Je me souviens d'Arsenal avec quand même les années où vous avez le mieux marché, des numéros 9 capables de jouer dos au but, presque en pivot en fait. Enfin, si on pense à Van Persie, qu'on pense à Adebayor, même Bergkamp était capable de le faire à l'époque. Titi évidemment, même Kanu si on revient encore. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Je suis vieux les gars. Mais du coup, vraie question, dans quel rôle va l'utiliser Arteta? Après, c'est quelqu'un qui est un peu sous-taillé pour un numéro 9 en première ligue, c'est vrai, il n'est pas très grand, mais il tient quand même fortement dans les duels. Ouais. Il Au tient les duel, duels. il est bon, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il a quand même marqué pas mal de buts de la tête. Et même sur les dégagements, par exemple, d'Ederson, quand il a longé long, ce qui était rare, il gagnait quand même pas mal de duels face aux défenseurs centraux adverses. Donc je pense que, mine de rien, son gabarit, c'est pas important parce que ce qui fait qu'il est plus rapide, il est plus vif, il a une bonne capacité quand même à dribbler, il est assez rapide et en même temps il est assez solide sur ses appuis et il te permet quand même de gagner pas mal de duels de la tête et ça, mine de rien, d'avoir cette polyvalence sur ces deux niveaux-là, ce qui est hyper important. Donc moi je pense que c'est vraiment hyper magnifique et encore une fois Arteta le connaît très bien donc en fait je pense que s'il l'a recruté c'est vraiment pas par hasard et je pense qu'il y a eu vraiment un travail derrière qui a été fait. Et moi, je m'inquiète vraiment. Autant Zinchenko, on peut se poser la question de savoir où il va jouer, comment ça va se passer, etc. Même si je ne m'inquiète pas trop. Autant Jesus, pour moi, il n'y a aucune question à se poser sur sa réussite. Je pense vraiment qu'il va réussir. Et je pense vraiment que c'est l'affaire, que c'est la meilleure affaire avec peut-être nous avec Haaland, mais je pense que c'est vraiment l'affaire de ce mercato en première ligue. Alors, si je dis pas de bêtises, Jésus a jamais mis plus de 20 buts en PL sur les 5 ans. Est-ce que vous pensez que là, ce serait possible parce qu'il va avoir cette confiance, il va avoir le monde autour, il va avoir les Odegaard, les Xhaka, tout ça? Et pourquoi, en fait, c'est pas arrivé forcément à City? Enfin, vous l'avez dit, il y a la concurrence, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Bah déjà, quand il arrivait, il y avait Agüero avec lui. Donc déjà, pour arriver, c'est quand même compliqué d'avoir un mec comme Agüero à côté de toi. Alors ça t'aide forcément, mais c'est aussi de la concurrence. Et ensuite, il arrivait dans un système de jeu 109, parce que la majeure partie des matchs de City sur des dernières années, c'était 109. Donc quand tu es numéro 9 et que tu dois t'adapter à un système avec un faux 9, c'est quand même hyper complexe. Et quand tu vois les spécificités que demande Guardiola dans son jeu, moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas pu mettre plus de 20 buts. Il jouait quasiment plus, enfin, il jouait beaucoup moins sur la fin de saison. Et quand il jouait sur le côté gauche. Donc en plus, il y a cette difficulté-là. Mais comme je l'ai dit, il a été performant dans les gros matchs. Moi, je me souviens encore du Real Madrid et même des gros matchs de Première Ligue. Donc sur ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Mais juste le système, pour moi, ne lui correspondait pas forcément. Et comme je l'ai dit, l'équipe ne joue pas pour lui alors qu'il a besoin de ça pour moi pour performer. Après, la question de Lounès est pertinente. C'est-à-dire qu'on peut aussi reverse engineer le truc en se disant est-ce que Guardiola n'a pas décidé de jouer avec un faux neuf parce qu'il n'était pas satisfait de Gabriel Jesus à ce poste-là, tu vois? On peut se poser cette question-là. Maintenant, Bien sincèrement, sûr. je ne suis pas inquiet non plus. Je pense qu'avec une équipe qui est capable de le servir dans les conditions et avec les joueurs que vous avez autour, il peut vraiment faire une grosse saison. Et statistiquement, ça ne m'étonnerait pas que dès cette saison, il batte tous ses records, en fait. Ok. On espère.
Tout à l'heure, Dende, tu as évoqué le plaisir de le regarder jouer, ce moment de magie un petit peu, effectivement. Moi, quand j'ai fait son scouting début juin, ce qui m'a marqué, c'est à quel point il était similaire en fait à Bukayo Saka, juste sur l'aile opposée, du coup, sur l'aile gauche ou l'aile droite pour Saka. Et du coup, même en tant que neuf à l'époque, il dézonnait beaucoup vers la gauche, ou est-ce qu'il était capable de rester très centralement ou même de décrocher vers la droite? Et deuxième question, c'est est-ce que vous l'avez déjà vu jouer avec un autre attaquant? Est-ce que vous pensez qu'un double 9 avec Nketiah, ça pourrait être quelque chose qui marche avec lui? Donc il a déjà joué sur l'aile droite, hein, même avec Guardiola, l'utilisait même assez régulièrement sur l'aile droite, au-delà de l'aile gauche. Donc évidemment, en fait, il est capable de décrocher, il est capable de prendre l'aile, et il est aussi capable de rester renard des surfaces et d'accueillir les centres. Arthur parlait de son jeu de tête assez exceptionnel. Donc il est capable de faire absolument tout ce qu'un attaquant moderne peut faire, j'ai envie de te dire. Quant au fait de jouer à deux pointes, avec un profil différent, oui, avec un profil comme Nketiah, ça me pose question. Alors, il jouerait en 9,5 et Nketiah prendrait la profondeur, c'est ça ton idée, Noé? Je pense que de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que Nketiah en pivot, j'y crois absolument à zéro moment. C'est un renard des surfaces pur et dur, lui, pour le coup, donc ce serait plutôt ça, ouais, avec Jesus pardon, qui gravite en mode électron libre autour de Nketiah, plus en tant que 9,5 en fait, finalement. Arthur, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je connais pas le profil d'Nketiah, je suis pas assez Meilleur attaquant du connaisseur monde, sur c'est pas le tout. sujet. Mais par contre, je sais que moi, à un moment, du coup, quand il y avait Agüero, il a joué un moment à 2 avec Agüero. Je me souviens d'un match face à Liverpool, notamment, on gagne 5-0 et il joue à 2 avec lui. Et il s'entendait plutôt bien, malgré le fait qu'au début, la presse disait les problèmes entre Agüero et Jesus et Guardiola, alors qu'en fait, ça marchait plutôt bien. Alors après, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'Agüero était moins performant, s'est beaucoup blessé, et puis est parti pour finir. Mais pourquoi pas? Je pense que Jesus, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré, contrairement à des neufs, des gros calibres de neufs qui peuvent avoir des égos démesurés, qui veulent pas avoir de neuf avec eux dans le but de performer. Je pense que Jesus, lui, a cette capacité de s'adapter par rapport à ça et d'éventuellement adapter son jeu avec le fait d'avoir un neuf avec lui. Maintenant, quel type de neuf? C'est ça la question, comme tu l'as dit. Et je ne me connais pas assez Nketiah pour juger si ça peut être avec lui. Mais en tout cas, je pense qu'avec un neuf, ça peut marcher. Je pense vraiment que Jesus est ce type de joueur qui peut s'adapter. Et c'est pour ça, pour moi, que c'est une super recrue aussi. C'est pas quelqu'un qui va être figé sur un poste ou sur un style de jeu en particulier. Il peut vraiment s'adapter et il l'a fait à City, on l'a vu ces dernières années. Donc, je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Ok, super. Sauf s'il y a d'autres questions dans le chat ou si Younes t'en a, on peut passer vers la dernière discussion, peut-être en guise de conclusion, savoir sur l'aura d'Arsenal en général. Voilà, Arsenal a été un peu au fond du trou pendant des années. C'est un peu la risée de la première ligue, enfin, relativement parlant, parce qu'on n'était jamais au même niveau que les Spurs, quoi, mais bon. On a bien repris un peu de galon ces dernières années, notamment avec l'arrivée d'Arteta, que vous avez bien connu, j'imagine, en tant qu'assistant, enfin, comment dire, entraîneur adjoint. Ça vous paraît logique, ou la trajectoire d'Arteta? Vous pensez que c'est quelque chose que vous avez vu à l'époque où il était chez vous? Il montre aujourd'hui? Alors, si je peux me permettre, du coup, déjà par rapport à Arsenal, donc ouais, Arsenal, comme tu dis, c'est parti de loin, mais je pense que c'était logique. Hein, après Wenger, il fallait malheureusement traverser une période assez compliquée. Je pense que dans tous les clubs, c'est comme ça. On a juste à regarder United, et puis là, on voit exactement comment ça se passe. Par rapport à Arteta, je suis hyper content qu'Arsenal lui ait laissé la confiance et le temps. Parce que quand on voit le football actuel et le temps qu'ont les entraîneurs pour performer, il aurait pu très bien se faire limoger. Et à certains moments, ça parlait beaucoup de son départ. Ouais. Et j'ai trouvé Arsenal très intelligent à ce niveau-là, de lui avoir laissé le temps, malgré ses difficultés, malgré le fait d'avoir des résultats compliqués, notamment avec le début de saison de l'année dernière. Beaucoup de clubs l'auraient viré. Et je suis content qu'Arsenal ne l'ait pas fait, parce qu'aujourd'hui, on voit que ça marche, que ça va marcher. Enfin, moi, j'ai quand même une tendance à dire que ça va marcher, parce qu'il a un style de jeu qui est déjà hyper attirant. Je pense que c'est hyper important quand on est supporter de son équipe, d'être attiré par le jeu que pratique son équipe. C'est un football qui est quand même plaisant. Et donc déjà, ça, je trouve ça hyper important. Et surtout, je pense que voilà, il avait besoin quand même d'un certain temps d'adaptation. Il était quand même adjoint, il passe quand même entraîneur en chef, c'est différent. Il était avec Guardiola, il était dans un gros club. Là, il passe Arsenal, c'est lui qui dirige. C'est quand même différent. Et je pense qu'il fait du bon travail. Et je pense qu'à terme, ça marchera. Et moi, je ne m'inquiète pas trop par rapport à lui, parce qu'il a été entraîné par le meilleur, pour moi, coach. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il réussira. Mais je souligne vraiment le fait qu'Arsenal lui ait laissé du temps, parce que ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que dans le foot actuel, c'est hyper rare, en fait. Donc c'est vraiment bien. Et je pense que c'est une stratégie qui paiera à terme et qui va peut-être payer de tester. Pour confirmer, quand tu dis qu'il a été entraîné par le meilleur coach, tu parles de David Moyes, oui. Ouais, voilà.
Exactement, David Moyes. Voilà. C'est l'illustre David Moyes. Si je peux ajouter une chose, je l'ai un peu suivi sa carrière en tant que joueur parce qu'il a joué un an au PSG. Il a joué un an au PSG, donc j'ai un peu suivi sa carrière. Et dès sa carrière, c'est quand même quelqu'un qui organise le jeu dès le milieu du terrain, qui construit son équipe et qui a un vrai impact finalement sur les gens qui sont autour. Il a porté, il me semble, alors je me trompe peut-être, mais qu'il a porté le brassard dans pas mal de ses équipes. Ça dit quelque chose aussi de la personne. Et le fait en effet que vous lui laissiez du temps, après, comment dire, je trouve qu'il a vécu avec ses idées, il a réussi à imposer ses idées au fil du temps, tout en ayant un certain pragmatisme finalement, qui vous a permis de progressivement remonter au classement, etc. C'est génial pour vous, sincèrement. Je pense que le projet, je ne sais pas si vous sentez un élan particulier, j'ai l'impression que oui. On voit d'ailleurs les recrues, je pense qu'il y a quelques années, Gabriel Jesus ne signe pas dans votre club. En mars dernier, on disait que c'était peu probable, hein, pour être très honnête. Hein. Voilà. Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai impact, il y a un vrai projet intéressant et j'espère que l'année prochaine sera l'année de la concrétisation. Dégoûté pour vous que ça n'ait pas été cette année parce que vous l'avez manqué de peu. On n'en parle pas. Ouais. Mais j'avais échangé avec Nicolas et ma crainte c'était que votre mercato soit finalement ralenti par le fait qu'il n'y ait pas la Ligue des Champions. Et au contraire, je pense que vous faites des choix justes, à des postes justes, avec des profils parfaits, et donc ça me paraît parfait. Après, à voir, parce que je trouve que cette année, la concurrence en Première Ligue est très très élevée. Et quand je vois quand même le mercato de Chelsea qui est quand même hyper intéressant, quand je vois Tottenham avec Conte quand même, mine de rien, en deuxième saison, sur une saison complète, avec les joueurs qu'il a fait venir lui-même cette fois-ci et pas un effectif auquel il doit s'adapter. Quand je vois Liverpool toujours là, Manchester United qui commence peut-être à se relever un petit peu, après on dit ça depuis 10 ans, donc en soi, peut-être que je me trompe. Mais attention à la concurrence aussi, parce que j'ai l'impression que cette année va être une année ça va vraiment être encore plus compliqué que les années précédentes, parce que j'ai vraiment l'impression que le niveau entre les équipes est en train de se resserrer. Donc même nous, pour le titre, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que les années précédentes. Et donc attention à ça, juste. Mais c'est sûr que dans la stratégie, même si on juge que la stratégie d'Arsenal, je pense que c'est la bonne. Et je pense que bien sûr, vous êtes dans la bonne voie. Et tant mieux, parce qu'Arsenal est un club historique et doit être devant, par exemple, Tottenham, qui n'a rien à faire dans les meilleurs clubs anglais, en fait, Tottenham. Donc, tant mieux. Et puis aussi, vos recrues gratuites vont être ultra importantes. Il faut que Tierney revienne avec une santé de fer. Partey, c'est exactement la même chose. Si Saka arrive à passer un cran supérieur, notamment grâce à la présence de Gabriel Jesus, je pense que vous pouvez clairement vous insérer dans le top 4. C'est faisable en tout cas. C'est imaginable avec cet effectif. Saliba aussi dans l'axe. On ajoute un haut de garde, Misro. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. Et c'est pas l'équipe qui m'inquiète le plus, Arsenal. Franchement, je ne m'inquiète absolument pas pour cette équipe. Je pense que vous êtes dans la bonne voie. Et je pense que le fait de ne pas avoir été en Ligue des Champions n'est pas forcément si négatif que ça. Je pense que ça fait partie de la construction petit à petit. Le fait d'apprendre aussi de ses erreurs, le fait de voir ce qui n'a pas pu être concrétisé l'année dernière pour le concrétiser cette année. Donc, je pense que tu as besoin de ça pour vraiment te forger, vraiment te construire. Donc, c'est pas grave si ça prend plus de temps, si à terme, c'est bénéfique. Et je pense que ça le sera, en tout cas. Qu'est-ce que devient Balogun, d'ailleurs? Petite question pour vous deux. Il est avec nous aux États-Unis actuellement, et il va probablement partir en prêt, vu que ce sera Nketiah qui aura les minutes d'Europa League. J'ai vu Reims dessus, le stade de Reims. Okay. J'aurais espéré qu'il partira en Championship. Oui, probablement, mais parce que c'est un très bon joueur, gros potentiel. Je pense qu'il risque de percer d'ici 2-3 ans, je pense. Son prêt en Championship lui a fait beaucoup de bien. Il a eu du temps de jeu régulier, il n'a pas beaucoup marqué, mais les peu de fois où on voyait des highlights, bien évidemment les highlights tu peux faire passer tout le monde pour le meilleur joueur du monde, mais tu sentais qu'il avait un peu ce truc en plus, tu vois. Genre t'as des joueurs de son âge qui jouent toujours en U23 et lui non, tu sais qu'il avait besoin de ces 6 mois avec des pros, avec des mecs de Championship bien relous, tu vois, et ça lui a fait beaucoup de bien et je pense que ça lui a donné beaucoup de confiance et là je pense faut après du temps de jeu et puis après on avisera. C'était quoi? C'était Middlesbrough son prêt? Ouais, c'est ça. Du coup, peut-être rebondir rapidement sur le rat Arsenal avant de vous laisser partir, parce qu'on approche les 1h. Ces dernières années, globalement, quand on vous a joué, à part en FA Cup, on s'est pris des roustes, on va pas se mentir. Généralement, c'était des mauvaises pilules à avaler. Mais là, le 1er janvier, du coup, il y a une sorte de mini-changement. En tout cas, nous, on l'a perçu comme tel, dans le sens où, première mi-temps, on a eu l'impression de jouer mieux que vous. Et du coup, il y a eu une sorte d'engouement général, d'engouement collectif de la part des fans d'Arsenal après ce match-là, en se disant ok, on a, comme tu dis, on a monté d'un cran, on a passé une étape supérieure. En fait, je voulais savoir simplement si c'était quelque chose que vous avez ressenti vous, ou si c'est juste nous qui nous sommes créés cette narration entre nous. Si vous pensez juste que c'est un mauvais jour de votre part et basta, vous avez eu les 3 points et vous en foutez quoi. Enfin, très sincèrement, est-ce que vous avez ressenti ça ce jour-là, en disant tiens, il y a quelque chose qui se passe ou pas?
Comme tu veux, tu commences. Vas-y, Arthur, vas-y. Alors moi, en fait, c'est compliqué à juger parce qu'il me semble que c'était dans la période où on performait énormément. C'est la période où on a creusé l'écart avec Liverpool pour le titre. Et après, bon, on s'est fait rejoindre, mais c'était à ce moment-là où on était vraiment très, très, très bon. Et je pense qu'il y a quand même un mélange entre le fait qu'Arsenal ait fait une superbe performance ce jour-là et a vraiment hyper bien joué. Et aussi cette performance où on était un peu en dessous. Mais je me souviens d'une première mi-temps où oui, on s'est fait bouffer. Et après, c'était le 1er janvier. Bon, je sais pas. Franchement, après, c'est à voir. Mais je sais que l'enchaînement du Boxing Day est assez compliqué, notamment pour les grosses écuries. Mais je pense que oui, bien sûr, le fait qu'Arsenal ait été performant ce jour-là m'a marqué. En tout cas, en première mi-temps, je sais qu'on avait été bouffé. Et je trouve que déjà, le match nul pour moi aurait été franchement très très bon, hein, vu la performance du match. Alors, aller chercher une victoire, je n'imaginais même pas. Donc, franchement, c'est sûr que quand on regarde les autres matchs face à Arsenal, que ce soit l'année dernière ou les années précédentes, c'est sûr qu'on voit quand même qu'il y a quand même une belle évolution dans le jeu, que ça joue beaucoup plus. Et je pense que le fait qu'Arteta connaisse Manchester City aide forcément dans l'appréhension de ces matchs-là. Parce qu'il connaît, il y a participé, il a construit cette équipe-là aussi, donc forcément, ça peut vous aider. Mais c'est sûr qu'en termes de progression, on voit qu'il y a une progression pure d'Arsenal dans ces matchs-là. Après, bon, je vais être honnête, c'est pas l'équipe encore qui me fait le plus peur quand j'affronte une équipe du top 6. En étant honnête, faut pas, voilà. Mais ça fait quand même déjà plus peur qu'avant. Et j'apprends ces matchs-là avec plus d'inquiétude qu'auparavant, où c'était quand même généralement, comme tu l'as dit, des Je balles. pense aussi qu'il y a une donnée qui est extrêmement importante, c'est que depuis très longtemps, vous n'avez pas eu une génération de jeunes joueurs issus du club qui est aussi performante et qui a autant de potentiel. Jusqu'ici, c'était des déceptions parce que soit blessure, soit simplement le niveau final était plus bas que ce qu'on pensait. Mais avoir cette génération de jeunes joueurs, l'insouciance, c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans la première mi-temps en fait. C'est une insouciance, on va jouer City, on va aller les manger et tout va bien se passer en fait. Ça a duré qu'une mi-temps, tant mieux pour nous. Mais je pense vraiment qu'avec un peu de cette même insouciance, Gabriel Jesus fait partie de ce type de joueur-là aussi. Vous pouvez vraiment aller loin. Après, sur la première mi-temps, c'est déjà énorme de faire ça sur une équipe comme nous, sur une mi-temps, parce qu'on le voit même l'année dernière face au PSG, où le PSG l'a fait que sur une mi-temps. C'est tellement dur en fait de dominer City physiquement et en gardant le ballon toute une mi-temps que physiquement, c'est quasiment impossible de tenir sur un match complet. Donc déjà, l'avoir fait sur une mi-temps, c'est déjà bien. Maintenant, comme l'a dit... Zendé, j'ai oublié. Des mecs comme Jesus feront en sorte peut-être de tuer le match un peu plus tôt et de faire en sorte de pas perdre le match sur la fin de match, mais de l'avoir déjà gagné bien auparavant. À noter aussi, je crois que sur ce match-là, on a une opposition sur notre côté gauche entre Ake et Saka. Pas forcément Ake latéral gauche. Il me semble aussi. Je me souviens qu'Ake avait sauvé un ballon sur sa ligne, justement, et après, il y a eu un raté, je sais pas comment il l'avait raté, de Martinelli, voilà, qu'il avait tiré en tribune. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Martinelli. Et Thomas Partey avait enfilé le costard ce jour-là. Mais Partey en forme, sincèrement, ça peut être un game changer pour vous. Ah non, mais ce jour-là, on s'est dit, le mec, il était injouable. Et même quand on était à 10, il continuait toujours. Donc on s'est dit, bah c'est bien Thomas, continue. On arrête de te parti à l'AFCON le lendemain, quoi. Mais ouais. Bah, sur ce, sauf s'il y a d'autres questions dans le chat ou si Luna a une autre question, on va peut-être vous libérer là. Donc merci encore de votre participation, c'était vraiment super éclairant. Il y a plein de points d'interrogation effectivement qu'on va porter avec nous dans les prochains débriefs. On va en discuter bien entre nous. Alors, en tout cas, on a hâte de voir Zinchenko et Gabriel Jesus se matérialiser, sortir de leur cocon comme les magnifiques papillons qu'on a toujours espéré qu'ils deviendraient sous nos couleurs pour nous. Et puis on espère, je pense que le titre effectivement la saison prochaine ça va être compliqué. On vise la 2e place là très clairement et après on verra la saison d'après pour battre votre record de points et tout ça. Bon. Chaque chose en son temps. Bon courage les gars. Merci beaucoup en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous les gars. C'est normal. Et puis du coup, rapidement pour les viewers, demain on va faire un deuxième live Twitch du coup à 18h30 pareil. N'hésitez pas, soyez au rendez-vous et bonne soirée, bonne fin de samedi à vous. Salut les gars, passez une bonne soirée. Bonne soirée.